Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre le plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, FAQ number 3, numéro 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je choisis pas mal de questions, mais surtout, j'ai beaucoup de choses à raconter apparemment. Ça me prend bien plus de temps que prévu que de répondre à vos questions, je me rends compte. Et plutôt que de faire des épisodes de 3 heures, eh ben, je me dis 1 heure, c'est déjà assez long, mon con. On va se calmer un petit peu, balance-leur pas des épisodes de 2h30 parce que ça fait trop à avaler d'un coup et puis bah, c'est pas très rentable. Si je dois faire des épisodes de plus en plus longs chaque semaine, bah, ça me prend de plus en plus de temps alors que voilà, restons cohérents un petit peu, c'est plus intéressant pour tout le monde, je pense, d'avoir des trucs un petit peu plus digestes. Et donc, dernière partie, en plus ça tombait bien parce que c'était sur une thématique différente des 2 premiers FAQ. FAQ numéro 1, épisode 56, c'était sur le développement personnel. Épisode 57, c'était sur le sport, la nutrition et la motivation pour aller au sport. Et dans ce dernier épisode qui devrait conclure cette trilogie de FAQ annuelle, la prochaine fois je prendrai en compte le fait qu'il faudra faire attention et que ça risque de déborder un petit peu sur pas mal d'épisodes. J'essaierai de mieux m'organiser, mais tu vois, j'apprends, on apprend toute la vie. Je suis à 55 épisodes, je suis loin d'avoir compris ce que c'est que de faire des épisodes de podcast, manifestement, parce que j'arrive pas à prévoir assez correctement ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode-ci, on va parler entrepreneuriat qui me parle moi, ce que je connais bien sûr, création de contenu sur internet, création de chaîne YouTube, mais surtout comment gagner sa vie sur internet et notamment dans le milieu de la création de contenu parce qu'il y a énormément de façons de gagner sa vie sur internet. Je vais évidemment parler de celle que je connais et de celle à propos de laquelle on m'a posé une question bien sûr sur la chaîne YouTube et ensuite j'aurai des questions sur le podcast parce que bah voilà, c'est ce que je fais. Les gens qui regardent ce que je fais sont assez familières forcément. Tu m'écoutes depuis longtemps peut-être avec le podcast, ça peut te donner envie de faire un podcast, ça peut te faire te poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour faire un podcast, comment est-ce qu'on fait pour enregistrer un truc, ça je sais, mais comment je fais pour l'envoyer sur Spotify derrière. On va parler un petit peu de tout ça. Tout est automatique, hein mais on va parler un petit peu de comment faire tout ça dans cet épisode, gagner sa vie sur internet, créer des podcasts, et puis voilà. Donc cet épisode avait déjà été enregistré. En fait, j'enregistre cet épisode en même temps, directement après avoir enregistré celui de la FAQ numéro 2 et après avoir tout enregistré, j'ai décidé de le scinder en 2 parce que l'épisode était beaucoup trop long sinon. Donc en fait j'étais dans la continuité de répondre aux questions de la dernière fois, voilà, au cas où tu te dis tiens c'est bizarre, c'est pas le même, enfin c'est un peu, voilà, normalement il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de souci parce que les questions sont indépendantes, c'est juste que ça avait été enregistré. En fait, j'ai déjà enregistré les questions que je vais te passer juste après ce que je suis en train de dire, tu vois. Et normalement, je fais pas ça. Donc, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je me parle à moi aussi. Je vais devoir monter tout ça derrière, tu vois. Tout va bien se passer. On commence tout de suite avec une question sur, du coup, la création de contenu, l'instabilité financière aussi qu'il y a dans la vie d'un YouTuber. Et c'est une question de Hugo. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi concernant YouTube et concernant ta vie de créateur de contenu. Pour te poser le contexte, je suis dans une phase que tu as sûrement connue il y a quelques années, où je commence à vivre de ma chaîne YouTube depuis 1 an maintenant, et c'est génial, je suis trop content. Mais parfois j'ai un peu la peur que les choses s'arrêtent, ou que ça ne dure pas éternellement, parce qu'au final, tu vois, YouTuber, on dira, c'est un métier assez récent, et il n'y a pas de YouTuber qui a 40 ans de carrière, d'activité. Personnellement, j'ai du mal un peu à projeter ça dans le futur, et j'ai parfois peur que, tu vois, les gens n'en aient plus rien à faire de ce que je raconte, ou que l'algorithme de YouTube m'enterre totalement, voilà. Même si j'ai conscience qu'il y a quelques pensées irrationnelles derrière tout ça, au final, on est dépendant de YouTube pour notre activité, et ça peut générer quelques craintes au quotidien. Donc pour reformuler ça avec une question plus directe, en gros, je voulais te demander comment tu gères l'incertitude et le doute que peut générer la vie de créateur de contenu, si tu en as bien sûr. Est-ce que tu en as peut-être moins avec le temps que quand tu as commencé à en vivre ? Voilà, je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus. Je profite de ce message pour te remercier encore pour la qualité de ce que tu proposes. Voilà, c'est toujours inspirant de te suivre, de suivre tes vidéos, tes podcasts. Tu es en train de construire quelque chose de costaud, et moi j'ai aucun doute que toi, si tu continues sur ta lancée, ça durera encore très longtemps. Voilà. Merci d'avance pour ta réponse Eric, et à la prochaine. Ciao.
Merci beaucoup pour ton message, Hugo. Ça me fait bien plaisir à entendre et je suis toujours extrêmement... Enfin, moi, j'adore l'univers de YouTube, bien sûr. Je pourrais en parler pendant 14 jours de suite. Il n'y a pas grand monde avec qui en parler 14 jours de suite que ça intéresse. Donc, je vais essayer de me contenir un petit peu dans cet épisode. Mais je trouve ça intéressant et moi, vu que ça me passionne, j'ai envie d'en parler aussi un petit peu. Et ça pourra donner quelques questions. Ça pourra donner quelques pistes à d'autres personnes aussi, je l'espère. Notamment par rapport à comment gagner sa vie sur Internet dans la création de contenu. Donc tu me demandes comment est-ce que je gère l'incertitude et les doutes que ça peut générer la vie de créateur de contenu. Est-ce que j'en ai encore? Alors j'en ai eu, bien sûr. J'ai eu des incertitudes et des doutes. On en a tous quand on commence ça. Le mec qui commence super confiant. J'étais assez confiant, je vais pas mentir, j'étais assez confiant, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans la dernière FAQ que j'ai faite d'ailleurs, probablement, donc je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. J'étais confiant en fait dans le fait que ça pouvait marcher, j'étais sûr et certain que ça pouvais marcher, et j'ai même envie de dire, j'essayais de m'auto-convaincre que ça allait marcher, et je pense que quelque part, j'ai peut-être réussi à me convaincre de ça parce que j'étais assez sûr que si je faisais les choses du mieux que je peux au maximum et que je me permettais d'être obsédé par ça, je reviens sur ce que j'avais dit dans une question précédente, eh bien, en tout cas, si ça marchait pas, j'aurais pas de regrets quand je me retournerai là-dessus plus tard. Et voilà, donc j'ai vraiment tout donné et je suis content, ça a bien marché. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout d'incertitude et de doute vis-à-vis de ça et je suis très content d'en être arrivé au fait que je ne crains plus l'instabilité, etc. Et voilà, je suis pas Elon Musk, mais c'est vrai que je me fais confiance à propos de tout ce que j'ai mis en place pour que ça fonctionne soit sans moi pour certaines parties, genre même si moi je disparaissais entièrement, il y aurait encore pas mal de trucs qui pourraient tourner, ou que ça fonctionne en parallèle de moi. Et c'est un petit peu ce que j'aurais tendance à vouloir te conseiller vis-à-vis de ça, c'est d'essayer de te créer cette stabilité dans cette instabilité qui est de gagner sa vie comme étant un créateur de contenu sur YouTube, c'est-à-dire diversifier les sources de revenus, créer beaucoup de fondations qui sont plus ou moins indépendantes les unes des autres de façon à ce que s'il y a un des piliers de ta baraque un des murs porteurs de ta baraque qui tombe, il n'y a pas toute la baraque qui tombe, il en reste encore d'autres, tu vois. Et ça va dans tous les domaines de la vie. Alors je suis pas le roi de l'équilibre dans la vie, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais je fais au mieux et je crois que d'un point de vue business, peut-être aussi grâce à mes études, peut-être grâce au fait que j'ai toujours été passionné par le marketing et par le côté entrepreneurial de tout ça, ça me passionne beaucoup, j'adore. Et donc j'ai essayé de faire les choses du mieux possible. Et peut-être des petits conseils que je pourrais donner, c'est peut-être de voir en revue les différents moyens de gagner sa vie en tant que créateur de contenu. Ceux que je connais assez bien mais que j'ai pas essayé, mais la plupart je les ai essayés. Le premier, c'est l'affiliation. Tu connais très certainement. Probablement beaucoup de gens savent ce que c'est que l'affiliation. L'affiliation, c'est en fait vendre les produits de quelqu'un d'autre et toucher une commission pour ce faire. Typiquement, clique sur mon lien dans la description et achète ce VPN. Enfin, ça, c'est pas de l'affiliation, ça, c'est encore autre chose, on dira. Ça peut être une OP, on en parlera après. Mais typiquement, par exemple, je vais y venir. Tu vas regarder dans la description de cette vidéo YouTube ou de ce podcast et tu vas trouver des liens affiliés. Par exemple, le livre que je te recommande, si tu cliques dessus et que tu l'achètes, moi, je vais toucher un mini pourcentage, tu vois. Et ça, c'est de l'affiliation. Et il y a pas mal de gens qui peuvent gagner leur vie comme ça. Et moi, ça a été ma toute première source de revenus quand j'ai commencé à créer des vidéos. Dès ma première vidéo, sauf erreur, parce que c'est vrai que moi, j'avais une approche assez business. J'avais vraiment une approche, dès ma première vidéo, c'est mon métier, c'est mon travail. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Il faut que je crée un business, que j'ai un business model qui fonctionne. Et donc, dès ma première vidéo, j'ai commencé à mettre des liens d'affiliés dans ma description. D'autant plus que ma première vidéo, je parlais d'équipement de street. Donc, forcément, j'ai mis des liens d'affiliés et ça m'a fait gagner un tout petit peu d'argent au début. Et par exemple, Amazon, voilà, on dira ce qu'on veut d'Amazon. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un programme d'affiliation qui est très facile à rejoindre et qui est très populaire et qui leur sert beaucoup parce que plein de gens vendent les produits d'Amazon à leur place parce que tu peux toucher des commissions assez misérables, qu'on se le dise, sur ce que tu vends, du style 3% du prix d'achat. Tu vas pouvoir le garder pour toi si quelqu'un passe par ton lien pour l'acheter. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait depuis le début et puis moi j'ai touché des sommes qui allaient entre 50 et 300-400 euros par mois, quelque chose comme ça, moins aujourd'hui parce que maintenant je vends beaucoup moins de produits Amazon, je vends surtout les miens de produits, tu vois, donc forcément l'affiliation ça marche moins bien qu'avant pour moi. c'est pas à la fois c'est pas énorme.
tout dépend de ton point de référence, mais d'un autre côté, avoir une petite source de revenus comme ça en plus, c'est vachement bien. Ce que je veux faire comme petit détour, Hugo, parce que sauf erreur, Hugo, je t'ai reconnu. Et t'as cru quoi? T'as cru que t'allais pas faire ta pub et que j'allais pas te reconnaître? Franchement, j'admire le fait que t'aies pas posé ta pub, mec. Franchement, je voulais te le dire. Le mec, il est youtubeur. Il se dit, tiens, je vais peut-être pouvoir passer sur le podcast d'un autre youtubeur et je vais même pas dire le nom de ma chaîne. Mec, t'es un beau gosse. Rien que pour ça, et parce que je t'ai reconnu aussi, sauf erreur, Hugo, il a une chaîne, parce que je crois bien que c'est toi, hein, il a une chaîne qui s'appelle Piano en ligne. Une chaîne YouTube où il a plus de 100 000 abonnés dessus et il fait des vidéos notamment sur le piano, sur apprendre le piano, jouer du piano, choisir son piano, etc., etc. Une chaîne un petit peu spécialisée dans cette niche. Et en fait, je suis à peu près sûr que c'est toi, donc je vais faire comme si c'était toi et prendre ton cas comme exemple, on dira, parce que j'ai été regarder ce que tu faisais, bien sûr, j'ai été regarder tes vidéos aussi, ça c'est clair, sinon je t'aurais pas quitté, mais j'ai l'impression que tu ne fais pas d'affiliation dans tes vidéos YouTube. Typiquement, tu pourrais mettre, par exemple, ton piano. Enfin, j'ai pas regardé toutes tes vidéos, tu vois, mais tu pourrais mettre, ne serait-ce que ce que certaines personnes font, c'est simplement, elles mettent leur matos. Par exemple, ma caméra, mon micro, c'est ça que j'utilise pour faire mes vidéos. Et si quelqu'un y clique dessus, non seulement s'il achète le produit en question, il va toucher une commission, mais en plus, Amazon, typiquement, et il n'y a pas que Amazon qui fait des programmes d'affiliation, bien sûr, mais c'est les plus connus, eh bien, quand tu cliques sur un lien d'affilié Amazon, pendant 24 heures, tout ce que tu achètes sur Amazon, ça va créditer la personne sur laquelle tu as cliqué sur le lien. Donc si tu cliques sur mon lien d'appareil photo et que tu vas acheter une poupée gonflable, je sais pas pourquoi c'est cet exemple qui est venu, et que tu vas acheter une poupée gonflable, je ne sais pas s'il y en a sur Amazon, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cet exemple, eh bien moi je vais toucher une commission sur la poupée gonflable, tu vois. D'ailleurs, peut-être je pourrais te dire d'aller regarder les descriptions de mes vidéos YouTube. Moi, les descriptions de mes vidéos YouTube, c'est toujours les mêmes, c'est toutes les mêmes, et c'est rempli de liens d'affiliés et de liens d'autopromotion vers mes produits à moi. Mes descriptions, elles sont optimisées, tu vois, elles sont optimisées. Il y a les programmes, il y a ma boutique, il y a mes recommandations, il y a les compléments alimentaires, il y a les livres que je recommande, il y a toutes les questions qu'on me pose et toutes les recommandations qu'on pourrait me demander. Et j'y mets aussi évidemment toutes les sources quand j'en mentionne dans la vidéo, etc., etc. Et voilà, personne s'est jamais plaint du fait que j'avais des liens d'affiliés dans ma description. C'est normal, personne n'a à dérouler la description. Il n'y a pas grand monde qui la regarde, mais il y a des gens qui la regardent. Il y a des gens qui décident de passer par ces liens pour faire leurs achats. Pourquoi? Parce que manifestement, ils font confiance en mes recommandations. Et j'en ai la preuve parce que ces liens sont traqués et quand quelqu'un clique sur le lien et il achète, eh ben moi je le sais. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui vont dans les descriptions et qui me soutiennent de cette façon. Et donc voilà, c'est une façon que tu pourrais exploiter peut-être d'une façon ou d'une autre pour t'aider à avoir une source de revenus supplémentaire pour ta chaîne YouTube. Un autre revenu sur Internet, c'est AdSense. Hein, voilà, c'est bien connu, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est les publicités devant les vidéos YouTube. Ça, c'est une source que tu utilises, c'est sûr. Un autre canal, c'est le soutien communautaire. Typiquement, les pages Tipeee, les pages Ko-fi, les pages Patreon. C'est demander aux gens de te soutenir, de te faire un don tous les mois en échange d'une contrepartie, peut-être des avantages, un accès privilégié à toi. C'est quelque chose qui est assez commun, populaire auprès des créateurs de contenu, auprès des auteurs, auprès des musiciens, auprès de tous les artistes, les freelances un peu comme ça, indépendants, les créateurs indépendants. C'est intéressant. Moi, j'avais une page Patreon un temps avec les gens pouvaient venir et me donner 5 $ par mois, 5 € par mois, 10 € par mois. Je faisais ça au tout début quand je gagnais pas ma vie. Et quand j'ai commencé à gagner ma vie, même s'il y avait des contreparties, je ne me sentais pas de continuer à demander de l'argent aux gens comme ça gratuitement, sachant que je gagnais déjà suffisamment bien ma vie, donc j'ai fermé ma page parce que je préférais j'avais plus envie de faire ça, voilà. Donc, mais c'était une option et pas mal de personnes, de créateurs vivent de ça, clairement, parce que ils ont suffisamment de fans engagés qui sont prêts à leur donner un petit peu d'argent et s'ils se mettent à beaucoup, ça permet aux créateurs de continuer à faire ce qu'il aime et c'est donnant-donnant parce que s'il continue à faire son art, eh bien les fans sont contents, évidemment, c'est le principe. Un autre moyen, c'est évidemment de faire du merch, d'avoir une boutique, de vendre des produits que tu crées toi-même plus ou moins, hein, ça peut aller d'un t-shirt. Tout le monde peut vendre des t-shirts aujourd'hui sans souci parce que c'est très démocratisé et donc c'est une barrière à l'entrée très faible et c'est peut-être pas ce qui aura le plus de sentiments extraordinaires parce que c'est vrai que
un youtubeur de plus qui sort des t-shirts, j'ai envie de dire, tu vois, c'est assez banal, mais ça n'empêche que ça peut être très très bien et que énormément de gens le font avec beaucoup de succès et que tout le monde est content dans cette histoire parce que à nouveau, si tu as des gens engagés qui sont contents d'écouter ce que tu as à dire et qui ont envie de te soutenir et qui ont envie d'appartenir encore plus à la communauté que tu as créée, eh bien un t-shirt c'est un symbole d'appartenance. Quand tu as un t-shirt Nike, Lacoste, je ne sais quoi, qu'il y a un logo en gros dessus, tu décides toi-même d'être le panneau publicitaire de cette marque. Normalement, tu l'as choisi, ton t-shirt, et tu décides de le mettre. Donc, tu vois, c'est encore quelque chose de différent. Moi, par exemple, je vends des équipements de sport. C'est pas du tout la même chose que des t-shirts, selon moi, parce que les t-shirts, personne en a besoin. Tu l'achètes pour appartenir, peut-être, plus que pour t'habiller. Et les équipements, c'est plus fonctionnel. Moi, j'aime bien ça. Et la boutique fonctionne bien. Et puis, c'était un bon créneau, j'ai envie de dire, parce que c'est assez peu commun. Le street workout et choisir un petit peu ça, c'était assez peu commun. Et il y avait de la place sur le marché, j'ai l'impression. Enfin bref, voilà, ça je vais pas m'étaler là-dessus, ça dépasse l'étendue de cet épisode. Déjà que là, je sais pas à quel point je suis hors sujet, entre guillemets, mais je prends le temps de répondre parce que c'est vrai que tant qu'à faire, autant répondre, autant essayer d'aider autant que je peux. D'autant plus que je pense qu'il y a certaines de ces choses qui pourraient bien t'aller, Hugo, ou à n'importe qui écoute, en fonction de ton business model, de ton domaine d'activité, de ta niche, de comment tu te positionnes un petit peu. Tu vois, par exemple, une autre façon, c'est de vendre des formations ou des programmes, typiquement, et de vendre de l'information, on dira. Donc de vendre des formations, de vendre un produit digital. Par exemple, moi je le fais, je vends des programmes de nutrition et de street workout et de sport qui sont entièrement sous forme de vidéos, de textes, de fichiers à télécharger, de contenus, etc., qui sont digitaux. Donc quelqu'un paye et il reçoit le programme, il peut suivre son programme de 5 mois, Street Workout Evolution, programme de 5 mois, tout est fait, il y a une vidéo, je vais pas te faire la pub, tu vois, et ça, c'est un très bon modèle pour quelqu'un qui a une expertise suffisamment rare pour que les autres aient envie d'apprendre d'eux. Et ça, c'est typiquement ce que moi, j'ai eu l'impression que j'étais crédible de faire, tu vois, vis-à-vis du street workout, pour apprendre aux gens à commencer à s'entraîner au poids du corps, à se muscler, à contrôler leur corps dans l'espace, etc. Toi, Hugo, typiquement, j'ai regardé ce que tu faisais, tu as un site internet, tu as une newsletter, on peut s'inscrire à une newsletter, ça c'est c'est une très bonne idée de récolter l'adresse email des gens, bien sûr, en leur offrant quelque chose gratuitement généralement. Toi, clairement, à mon avis, c'est ce que tu fais. Je pense que quand on s'inscrit à ton adresse, à ta newsletter, tu viens nous proposer éventuellement un accompagnement, ça peut être du coaching, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose comme ça. Clairement, vu ta chaîne YouTube, où ton but c'est d'apprendre aux gens à apprendre à jouer au piano, à mieux jouer au piano, à jouer plus efficacement, etc., à s'y mettre, à agrémenter leur vie de jouer d'un instrument de musique. Et moi, je suis bien placé pour savoir que c'est extrêmement cool d'avoir un instrument de musique dans sa vie, parce que j'en ai un, et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce que tu fais. Et donc, tu es tout à fait qualifié pour faire cela, à mon avis. Et ça pourrait être quelque chose d'intéressant si tu ne le fais pas encore. Un autre moyen, quand tu es influenceur, en règle générale, on dira, c'est de faire des OP. Voilà, c'est une entreprise plus ou moins en rapport avec ce que tu fais, te propose de te payer pour leur faire de la pub. Personnellement, je n'ai pas d'expérience à ce niveau. Je n'ai jamais fait d'opération commerciale de ma carrière. J'ai jamais accepté de l'argent pour faire de la pub one shot comme ça, 1 minute dans une vidéo ou pour des stories Instagram et tout. Pourquoi ? Parce que c'est pas un modèle qui m'intéresse. C'est un modèle justement que je trouve très instable et duquel je n'ai pas envie d'être dépendant, et surtout j'ai pas envie d'avoir à mettre ça dans mon contenu. Il y a aucun souci de le faire parce que purée, ça aide tellement de créateurs de contenu à gagner leur vie et ça c'est génial. Mais moi j'aime pas mettre 1 minute qui n'a rien à voir dans ma vidéo pour faire la pub de quelqu'un d'autre à partir du moment où je n'en ai pas besoin, et je n'en ai pas besoin. Donc tu peux faire ça pour des trucs plus ou moins qualifiés, tu vois. Tu peux aussi trouver des contrats de sponsoring. Moi j'ai un contrat de sponsoring avec les compléments alimentaires, un contrat avec MyProtein pour ne pas les nommer, tu vois. Et ça, selon moi, ce n'est pas des OP, c'est juste que c'est un contrat à long terme avec des accords sur le fait que je parle d'eux de temps en temps, mais j'ai aucune obligation de parler X fois 2 dans mes vidéos, de leur faire de la grosse promo et tout. Il faut juste que je vende suffisamment pour
valoir ce que eux me payent. On est d'accord, c'est une relation commerciale. Si je leur coûte plus que ce que je leur rapporte, c'est pas intéressant pour eux. Donc le but, c'est de trouver un win-win là-dedans. Donc trouver un contrat si toi, tu avais un contrat de sponsoring avec une marque de piano, avec Yamaha, tu vois. Moi, mon piano, c'est un Yamaha. J'aime beaucoup cette marque, donc je me permets de leur faire de la pub gratuitement. Mais il y a peut-être Yamaha un jour va te contacter, ou toi, tu peux les contacter, parce que bien sûr, tu peux aller toi-même proposer aux gens, tiens, je vais faire une vidéo où je présente mon piano. Mon piano, c'est un Yamaha. J'adore cette marque. J'adore votre marque. J'ai 100 000 abonnés. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un placement rémunéré avec moi, qu'on entretienne une relation? Ça peut déboucher sur quelque chose, ça peut déboucher sur il te paye juste pour une annonce, etc. Et autrement, tu peux aussi faire d'autres annonces qui n'ont rien à voir, du style des pubs pour des jeux vidéo, des pubs pour des VPN, tu vois, ce genre de choses qu'on voit beaucoup sur YouTube, qui payent très bien, il n'y a pas de mal, hein, il faut bien vivre, mais qui ne sont pas toujours en rapport avec ton contenu. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Il y a évidemment d'autres façons de gagner sa vie sur Internet, mais en tant que créateur de contenu, notamment de créateur de contenu sur YouTube, c'est assez populaire et c'est assez courant. Et voilà, ça c'est un petit peu ce que moi j'ai essayé ou ce que moi je connais. En dehors de tous ces moyens de comment gagner de l'argent, j'ai envie de dire comment structurer un petit peu tout ça, établir un budget, établir un plan, établir quelque chose qui te permet de mieux réaliser ce dont tu as besoin pour que ça marche, de mieux te dire ok, ça c'est mon seuil d'argent, de stabilité, ça c'est mon seuil de sécurité, tu vois, parce que oui, notamment dans notre milieu, ça fluctue beaucoup, de mois en mois, ça peut beaucoup changer. C'est pas comme le salariat où tu gagnes toujours la même chose tous les mois, et c'est pour ça que tu sacrifies entre guillemets une partie de ton temps pour cette garantie de sécurité et de stabilité. Elle a un prix, c'est le prix de l'emploi du temps, c'est le prix d'être obligé d'aller travailler tous les jours, etc. On dira, et c'est d'autres choses. Et l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de points négatifs également. C'est clairement pas quelque chose qui convient à tout le monde, je pense. Mais voilà, l'instabilité, c'est une des contreparties négatives généralement à laquelle on s'expose quand on fait ça. Et établir un plan, établir un budget, te demander ok, qu'est-ce que j'ai comme source plus ou moins stable, récurrente, dans quelle fourchette ça va, essayer de faire en sorte d'avoir ce qu'il faut bien sûr, et puis d'investir le reste, tu vois, que tu arrives à dégager de ça pour qu'il paye des dividendes, pour qu'il puisse contribuer plus tard à la stabilité de l'ensemble de la chose. Tu peux investir en toi, tu peux acheter des livres, tu peux acheter des formations, tu peux investir dans une alimentation de qualité, dans un abonnement dans une salle de sport pour te sentir mieux. Si tu te sens mieux dans ta tête et dans ton corps, je pense que ton business ne peut que mieux s'en porter, tu vois. Si toi si t'es suffisamment en forme pour mettre une petite heure de plus par semaine, on dira, voilà, normalement on n'est pas à 1 heure près dans ce milieu toutes les semaines, mais ça peut être un moyen d'investir. Investir en toi, c'est une possibilité. Investir dans ton business, c'est une possibilité très, très courante et intéressante. Du matériel de qualité, du meilleur matériel si jamais c'est important. Investir dans déléguer certaines choses, payer quelqu'un pour qu'il t'aide à faire le montage de tes vidéos, pour qu'il t'aide à faire je ne sais quoi, à répondre aux emails, à faire de l'administratif, à payer un assistant qui t'aide à te libérer des tâches dont tu n'as pas envie de faire ou que tu peux donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un pour écrire tes pages de vente, quelqu'un pour te donner des conseils sur comment présenter ta formation, comment la mettre en ligne, comment, je sais pas, tu vois, plein de choses. Investir dans ton business, mettre de l'argent pour prendre le train, pour aller faire une collaboration avec un autre youtubeur piano qui est en Belgique, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement. Tu investis pour aller là-bas, pour faire une collab avec lui, et puis peut-être que ça peut t'apporter un retour sur investissement, tu vois. Bien sûr, ou bien tu peux évidemment investir dans des trucs plus classiques, tu investis dans des actions, dans l'immobilier, etc. etc. Je suis pas un expert de l'investissement plus classique, je vais m'y mettre, d'autant plus cette année, mais je ne m'y connais que assez peu encore. Voilà, je vais m'arrêter là. Je recommande la chaîne de Hugo, la chaîne qui s'appelle Piano en ligne sur YouTube. Une de ses dernières vidéos que j'ai regardées, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Pourquoi le piano vous rend-il plus intelligent ?» était par exemple une vidéo très intéressante que j'ai trouvée dans laquelle il expliquait sur des sources scientifiques que jouer d'un instrument de musique, en fait, ça te sculpte un petit peu le cerveau, comme faire du sport, ça te sculpte un petit peu le corps. Et rien que le fait de jouer de la musique, ça relâche des hormones en toi, comme la dopamine, la sérotonine, plein de choses, un petit peu comme de la drogue. Sauf que c'est sans danger, tu vois. Et donc ça m'a conforté dans mon idée de me dire ouais, je fais du piano, ça m'aide, mais ça a aussi posé un petit peu des ressources scientifiques sur pourquoi j'avais l'impression que ça m'aidait de faire régulièrement du piano. Et du coup je suis très content et j'ai encore plus envie d'en faire régulièrement. Bref, il l'explique beaucoup mieux que moi. Voilà, merci. Merci pour ta question Hugo et à très bientôt. Dit-il alors que la prochaine question vient de
Hugo. Et en fait, ça m'a fait penser que j'avais aussi un deuxième truc à te demander, beaucoup plus court et pragmatique. Je voudrais savoir ce que tu utilises comme matériel vidéo pour tourner tes vidéos, bon, que ce soit le son, mais surtout la caméra, en fait. J'ai l'impression qu'elle fait des bonnes images et j'étais curieux de savoir ce que tu utilisais. Voilà, c'est tout pour cette question et à la prochaine. Merci beaucoup pour ta deuxième question, Hugo. Je vais te répondre rapidement, c'est pas très compliqué, mais du coup, juste avant, je vais faire passer deux autres questions de William et Thierry qui se rapportent au podcast et pour lesquelles il y a aussi des recommandations qui sont valables en termes d'équipement. Et donc, je leur laisse d'abord la parole. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de me lancer dans le podcasting depuis quelques semaines, je n'arrête pas d'y songer. Et c'est toi qui m'as donné envie, j'écoute tes podcasts, j'en écoute environ 2-3 par semaine. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que tu as des conseils à me donner, voire pourquoi pas me faire même un épisode complètement là-dessus, sur quel matériel tu conseillerais d'acheter, comment s'y prendre, quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer. Ici, je viens de fouiller Internet, je savais pas que c'était aussi compliqué que ça, j'ai vu des sites de montage, je sais pas lesquels prendre, j'ai vu des trucs payants, des trucs gratuits. Est-ce que ça vaut la peine d'investir un petit peu, même si on n'est personne, entre guillemets, sur les réseaux sociaux? J'ai vu aussi des hébergeurs, je sais même pas ce que c'est un hébergeur, j'ai pas très bien compris. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de faire complètement un épisode, une sorte de FAQ où tu pourrais raconter ton expérience et expliquer un petit peu ce que tu conseillerais pour ceux qui veulent se lancer. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. C'est Thierry qui te parle, donc un de tes auditeurs du Québec. Je trouve ça super que ton podcast et tout, je trouve que tu apportes quelque chose de vraiment intéressant dans l'industrie du podcast et c'est ce que je veux essayer de reproduire à ma façon de mon côté. Donc moi-même, j'aimerais ça me lancer un podcast. Par contre, je suis en train de prendre quelques informations concernant tout ce qui est flux RSS et audio, qu'est-ce qu'on peut dire en petite musique d'introduction, l'outro aussi. Je me demandais si tu avais des petits conseils sur les copyrights ou pas les copyrights mais les droits d'auteur. Sinon sur le flux RSS, est-ce que c'est correct si on en crée un nous-mêmes? Est-ce que ça reste dans la légalité et tout? Donc, c'est ça que je me demandais. Donc, si tu peux me répondre, ce serait super. Et puis, je vais essayer de répondre à ce petit besoin que je pense qu'il y a peut-être au Québec, tout en ayant un style d'approche comme toi qui est... je partage mes propres expériences en tant que jeune homme de 17 ans et puis je laisse les autres prendre ce qu'ils veulent avec ça. Et puis, voilà, j'ai plus beaucoup de temps, donc t'es super. Bonne chance. Merci à vous pour vos questions. On va terminer là-dessus, c'est un petit peu plus technique, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, donc je me suis dit, j'ai envie d'en parler, mais on va garder ça pour la fin de l'épisode. Pour tout ce qui est technique, je vais passer très vite dessus. Vous trouverez tous mes liens d'affiliés seront dans la description sur l'équipement que j'utilise. Alors voilà, je filme avec un Sony Alpha 7C. Pendant longtemps, j'ai filmé avec ça, et avec un objectif Sony de 20 mm en f1.8, un très bon objectif. Voilà, j'ai mis un certain budget là-dedans. Et récemment, j'ai acheté, et c'est avec ça que je filme cet épisode, un Sony Alpha 7S3. Je m'y connais qu'à moitié, mais je sais me servir d'un appareil photo quand même, mine de rien, et je sais que celui-là, il est très très bien, mais il coûte très cher aussi. Là, on parle d'un truc de plusieurs milliers d'euros, clairement. Donc, ça, c'est ce que j'utilise. Mon micro, c'est un Shure SM7B, un des micros iconiques et symboliques et très populaires dans le milieu du podcasting, dans le milieu du chant. Tu le verras sur la plupart des plus gros podcasts et des gros créateurs de contenu, etc. Il coûte $300-400, quelque chose comme ça. Pendant longtemps, j'ai utilisé un Blue Yeti que je montre à l'écran. C'est un autre micro à peu près 100 € qui fait vraiment bien le taf et que je continue d'utiliser lorsque je suis en déplacement pour faire des interviews un petit peu, parce que c'est un micro plus facile à partager, à mettre entre deux personnes, alors que celui-là, il est très bien, mais pour rester dans un studio. En dehors de ça, pour enregistrer un podcast, eh bien, il te faut en fait juste un petit logiciel pour enregistrer le son. Il y a des logiciels gratuits comme GarageBand sur GarageBand sur Mac, mais je m'y connais pas trop parce que moi je suis sur PC. Sur PC, il y a Audacity, sauf erreur, peut-être qu'il est aussi sur Mac. Moi, j'utilise Adobe Audition, c'est payant, mais moi je paye la suite Adobe parce que je fais mes vidéos avec les logiciels Adobe. Photoshop, j'utilise tout le temps, enfin bref, je paye pour ça et donc j'ai Adobe Audition qui est un très bon logiciel également, mais qui sert à retoucher un petit peu la voix et à enregistrer la chose. Tout ça, c'est du matériel que moi je me suis payé après des années à faire du contenu et après avoir gagné de quoi me payer ça, tu vois. Tu te lances dans un podcast, t'as besoin de quoi pour faire un podcast? T'as besoin d'un smartphone.
C'est tout ce dont tu as besoin d'investir. Parce qu'au tout début, j'investirais pas. Personnellement, j'investirais pas beaucoup d'argent dans ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà que tu saches si tu as envie de le faire et si tu aimes bien ça. J'aurais envie de te dire, tu te fixes un petit objectif. Par exemple, je sais pas, 5 épisodes, 10 épisodes pendant 10 semaines. Et puis, une fois que tu as validé ça, tu dis, ok, j'ai validé. Si ça me plaît et ça me plaît toujours, et ben là, je me récompense et j'investis dans quelque chose de plus sympa, de plus quali, qui peut évidemment augmenter la valeur. Parce qu'on est d'accord que le son que tu vas enregistrer avec ton iPhone, ce sera pas exactement le même que celui que tu vas enregistrer avec un micro qui coûte beaucoup plus cher, bien sûr. Mais acheter tout le matériel dernier cri avant de te lancer, c'est pas une bonne idée. C'est un peu de la procrastination et puis il y a de fortes chances que ça soit pas rentable parce que c'est pas facile. Lancer un podcast, selon moi, c'est pas la voie vers la gloire éternelle la plus facile. Et je dis gloire éternelle, voilà, je rigole, mais tu vois, le podcast, il y a très peu d'algorithmes de recherche, comme tu peux en avoir sur YouTube, comme tu peux en avoir sur TikTok, des algorithmes qui peuvent te faire percer, il n'y a pas d'effet de viralité avec les podcasts. Généralement, moi, mon podcast, je l'ai commencé après avoir déjà avoir eu une audience sur YouTube, tu vois. Et c'est aussi grâce à mon audience sur YouTube que j'ai pu avoir une audience sur mon podcast. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour gagner ta vie sur Internet, le premier choix que je te conseillerais, c'est de lancer un podcast ? Non, clairement, c'est pas ce que je te conseillerais en premier. Est-ce que tu devrais faire ça si tu as envie de t'entraîner, tu as envie de parler, tu as envie de partager un message et de faire croître une petite communauté de personnes, plus ou moins grandes, qui écoutera avec plaisir ce que tu as à dire. Alors là, putain, vas-y, go, parce que le podcast, c'est parfait pour ça. C'est parfait pour échanger, pour discuter avec des nouvelles personnes, pour parler de sujets intéressants qui ne sont pas axés sur le divertissement instantané, comme tu peux le trouver sur TikTok. C'est parfait, c'est pas la même chose et il faut pas te forcer à faire ce qui marche juste parce que ça peut marcher mais que toi t'aimes pas ça. Voilà, ça c'est dit. Ceci dit, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, hein. Ça a l'air assez compliqué le podcast, mais c'est beaucoup moins compliqué que de faire des vidéos parce que le montage audio, c'est tout bête. Tu prends la piste audio, tu coupes les blancs entre les phrases si vraiment tu parles pas d'une traite et puis c'est bouclé, plus ou moins. Il te faut ensuite un hébergeur. Oui, c'est quoi un hébergeur pour un podcast ? C'est un endroit où tu héberges ton fichier pour que, comme ta vidéo YouTube, elle est hébergée sur YouTube, ta vidéo. C'est pas toi qui paye. Si ta vidéo, elle fait 1 giga et que quelqu'un lit ta vidéo, eh ben, ça coûte 1 giga de données. Et toi, tu sais que 1 giga de données sur ton téléphone, peut-être que ça te coûte un certain prix. Peut-être que tu as une connexion illimitée, tu vois. Mais ça, c'est pour ça que tu payes des hébergeurs. C'est des hébergeurs comme Google, mais c'est des gens qui réunissent tout le monde. Et vu que tout le monde est ensemble, eh ben, tout le monde peut profiter d'un prix de groupe. YouTube, le prix, c'est gratuit parce que YouTube te le fait payer autrement en te faisant regarder des publicités. Il y a plein d'hébergeurs de podcasts. Il y en a des gratuits. Par exemple, Anchor, Anchor, c'est une entreprise de podcast gratuit qui appartient à Spotify, qui a beaucoup d'avantages, pas beaucoup d'inconvénients, très peu d'inconvénients depuis que ça a été racheté, sauf erreur. Moi, je suis allé sur un hébergeur qui s'appelle Buzzsprout. Je paye quelque chose comme $12 par mois, tu vois, $12 par mois pour 4 heures d'épisode. Et puis, il y a des analytics, ils te fournissent des analytics, ça te permet de savoir combien de personnes ont téléchargé ton épisode. C'est tout bête, c'est tout con, c'est pas très très compliqué, mais il faut prendre le temps de se renseigner. Il y a plein de vidéos sur YouTube, j'en suis certaine, en français, de 20 à 30 minutes qui t'expliquent pas à pas comment lancer ton podcast. Et pourquoi ces gens font ces vidéos ? Parce qu'ils ont envie d'aider, mais aussi parce que ils te mettent les liens d'affiliés des micros qu'ils utilisent, ils gagnent de l'argent en faisant ça, bien sûr. Il y a même des gens qui vendent des formations sur comment lancer des podcasts, ça existe, et tu peux trouver ça si tu es prêt, si tu es sérieusement prêt à investir, mais selon moi, il n'y a pas besoin parce que c'est pas très très compliqué. Est-ce que j'ai tout abordé ? Non, les musiques sans copyright. Moi, la musique de mon intro et de mon outro, elle vient de Tony Ling. Tony qui écoute les épisodes sauf erreur. Je te salue, mec, parce que quand j'ai voulu lancer mon podcast, moi, j'ai juste fait une story et j'ai dit « Salut les gars, est-ce que quelqu'un aurait de la musique cool pour mes intros de podcast ?» Il y a plusieurs personnes indépendantes, créateurs artistes indépendants qui m'ont envoyé leur petite prod et tout. Et celle de Tony, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Et c'est celle que j'ai gardée pour l'intro et l'outro de mon podcast depuis le début. Et je me suis juste mis d'accord avec Tony parce que c'est lui qui possède les droits de cette musique. Et on s'est mis d'accord sur le fait que dans toutes les descriptions de vidéos YouTube et de podcast, eh bien, tu as le lien vers le SoundCloud de Tony. Et du coup, c'est la première fois que je fais un petit shout à Tony. Tony, moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette musique et du coup, j'ai voulu la mettre en intro et on s'est mis d'accord avec Tony. Il y a d'autres façons de faire. Tu as des musiques sans copyright que tu peux trouver sur YouTube. Il y a pas mal de choses, de chaînes qui sont dédiées à ça. Ou sinon, tu peux payer des abonnements à des bases de données
sans copyright de musique. C'est ce que je fais moi personnellement pour ma chaîne YouTube. Depuis ma toute première vidéo, je paye un abonnement, c'est quoi? C'est 13 € par mois. Un truc qui s'appelle Epidemic Sound, c'est assez connu chez les YouTubeurs. T'as beaucoup de musique, avec des paroles, sans paroles, c'est parfait pour tes vidéos YouTube. Et avec ça, tu es sûr de ne pas avoir de problème de monétisation, parce que forcément, tu possèdes toutes les licences et tous les droits d'utiliser ces musiques, tant que tu payes l'abonnement vers la plateforme. Donc tout ça, tous les liens, tout ce que j'ai mentionné, je vais le mettre en description pour ceux qui veulent, voilà, si jamais vous voulez cliquer et voir un peu ce que moi j'utilise. Je le fais pas pour gagner de l'argent, clairement, je m'en fous. Les liens d'affiliés, je rigole parce que, tu vois, moi les liens d'affiliés, honnêtement, j'en vis pas. Donc je fais pas ça, j'essaie pas de te vendre quelque chose juste pour que tu l'achètes. C'est juste que moi j'utilise ça, je l'utilise depuis longtemps, ce que j'utilise, j'en suis content. Donc je pense que si tu sais les utiliser, etc., c'est des valeurs sûres. Donc voilà, tu trouveras toutes les références dans la description. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de vos questions. Je vous encourage sérieusement à lancer un podcast si vous avez envie de partager un message, si vous avez envie de discuter, de partager vos expériences. Et ensuite, il faut réussir à trouver des gens pour l'écouter, probablement. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile avec le podcast. C'est assez facile de se lancer, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui lancent des podcasts. Il y a énormément de gens qui abandonnent avant le 10e épisode. C'est aussi pour ça que je recommanderais de faire un petit test avant d'investir ou avant d'investir plus de temps, d'énergie ou d'argent. Mais c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir partager ce qu'on a à dire. On a tous quelque chose à dire, on a tous quelque chose à partager qui a de la valeur. Le problème, c'est que vu qu'il y a énormément de gens qui essayent de partager des trucs et qui veulent se faire écouter, eh bien ensuite, c'est un petit peu un concours de sortir de la masse. Tu vois, avant, pour que ton message soit partagé, il fallait être accepté par les gardiens. Les gardiens, c'était ceux qui possédaient les chaînes de radio, ceux qui possédaient les chaînes de télé. Il n'y avait pas d'autre moyen de se faire entendre. Maintenant, il y a Internet, il n'y a plus de gardiens. Tout le monde peut créer un livre, tout le monde peut créer un podcast, tout le monde peut créer de la musique. La difficulté maintenant, c'est plus de passer au-delà du gardien, c'est de s'élever au-dessus du bruit, de l'immensité de personnes qui prennent cette opportunité de créer quelque chose. C'est génial qu'on puisse tous le faire, et ça reste un travail et un combat que de réussir à le faire longtemps et à pouvoir en vivre, mais c'est pas le but. Il ne faut pas lancer un podcast dans le but de gagner sa vie, purement dans le but de gagner sa vie. Il faut que ça te plaise et que ça te passionne. Ça c'est sûr, parce que c'est pas un très très bon moyen de gagner de l'argent en tout premier projet. Si tu veux mon avis, voilà, tu ferais mieux de faire une chaîne YouTube, de faire autre chose. Je sais pas, mais ça ne devrait pas te décourager. C'est une possibilité, bien sûr. Tu peux très bien gagner ta vie en faisant des podcasts. Il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie, mais il faut avoir beaucoup de gens qui écoutent ce que tu as à dire et qui te font confiance, généralement. Je vais juste m'aventurer un tout petit peu plus encore là-dessus, sur un ou deux trucs que j'ai pas mentionné. C'est que oui, c'est difficile de gagner sa vie en faisant des podcasts. Il faut trouver des gens qui te font confiance, mais c'est la même chose que sur YouTube. Sur YouTube, c'est la même chose. Il faut trouver des gens qui te font confiance. Et la preuve, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est que les moyens de monétiser un podcast et de gagner sa vie grâce à un podcast sont globalement, tous les moyens que j'ai mentionnés pour YouTube, ils fonctionnent aussi pour un podcast. Tu peux faire des OP commerciales, c'est-à-dire lire toi, ça se fait très souvent d'ailleurs, sponsoriser un épisode. Cet épisode est sponsorisé par X ou Y, et l'hôte du podcast, il lit un texte qu'on lui a donné, qu'on lui a demandé de lire en échange d'une rémunération. Beaucoup de podcasts fonctionnent avec un système de communauté, comme Patreon ou Tipeee. Par exemple, des gens s'engagent à payer 5 € pour chaque épisode. À chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, ils donnent 5 € au créateur. C'est un bon moyen de soutenir un podcast. C'est une bonne chose à lancer, je pense, quand tu débutes un podcast, si tu es sérieux à son propos et que tu as envie de peut-être commencer à gagner de l'argent avec. Certains hébergeurs, et c'est là qu'on parlait d'hébergeurs, tu vois. D'ailleurs, une petite note sur les hébergeurs. C'est une fois que tu as choisi ton hébergeur que depuis l'hébergeur, tu peux propager ton épisode. En fait, on me parlait de flux RSS. Thierry, tu parlais de flux RSS. J'ai pas répondu là-dessus. Aussi parce que du coup j'y connais rien et que tu n'as pas besoin de t'y connaître en flux RSS lorsque tu passes par un hébergeur, parce que c'est l'hébergeur qui te crée ton propre flux, etc. Donc est-ce que tu peux te le créer toi-même? Peut-être, mais moi je ne m'y connais absolument pas. Moi je préférais largement payer un hébergeur pour que tout ça soit fait à ma place pour la modique somme de 12 $ par mois, tu vois. Et certains hébergeurs le font gratuitement aussi. Donc voilà, et ensuite c'est l'hébergeur qui s'occupe lui-même de simplement faire en sorte que ton épisode il soit disponible sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, et généralement c'est toi qui choisis où tu veux le mettre. Et après si tu veux le mettre sur YouTube, il faut le faire toi-même, etc. bien sûr. Mais oui, tout ça pour dire que certains de ces hébergeurs permettent d'insérer dynamiquement des publicités
Et il y a aussi un système comme le AdSense, parce que le AdSense, les pubs avant les vidéos YouTube, n'existent pas à proprement parler sur les podcasts, parce que les podcasts, c'est assez décentralisé quand même, et c'est ça le problème, quelque part. C'est ce que Spotify essaye de résoudre en essayant de monopoliser un petit peu plus le podcast. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que même si YouTube, il a le monopole et qu'ils ont tout le pouvoir, bah, c'est grâce à eux qu'il y a beaucoup de vidéos, qu'il y a beaucoup de créateurs qui gagnent leur vie, et que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu là-dedans, même s'il y a un prix à payer, c'est de devoir se taper des pubs. Bah voilà. Mais ça se fait par certains hébergeurs de podcasts également. Acast, sauf erreur, A-C-A-S-T, est un hébergeur qui propose ça avec succès, si j'ai bien compris, parce que mon cher ami Elio Avila Munoz, qui a un podcast aussi que je recommande et que j'aime beaucoup, est chez cet hébergeur et gagne de l'argent un petit peu grâce à des publicités qui sont insérées automatiquement au début de ces épisodes. Donc c'est une façon de gagner sa vie aussi en faisant des podcasts assez rapidement, mais il faut quand même avoir pas mal d'écoute pour que quelqu'un soit d'accord de mettre des pubs devant ton épisode. Et sinon, pareil, boutique, affiliation, beaucoup d'affiliation se fait par le podcast. Tu peux vendre des formations si tu as de l'expertise, etc., quoi que ce soit. Tout ça, c'est très très cool. Tu peux gagner ta vie, comme je l'ai dit. C'est peut-être pas hyper facile de trouver ton audience. Quoi qu'il en soit, pour revenir aussi rapidement sur ce matériel, parce que je disais que tu n'as pas besoin de plus qu'un iPhone et une application d'enregistrement que tu as déjà sur ton iPhone ou sur n'importe quel autre smartphone d'ailleurs, pour enregistrer un épisode de podcast. D'ailleurs, tu peux le faire directement via certaines applications d'hébergeurs. Encore, cet hébergeur gratuit dont je te parlais propose, sauf erreur, j'ai jamais utilisé, mais propose d'enregistrer directement depuis une application qu'ils te fournissent. Vraiment, ils te mâchent tout le travail et en plus c'est gratuit, tu vois, donc c'est vraiment pas difficile de lancer un podcast sans avoir besoin de matériel. Et c'est la même chose pour les vidéos, parce que par extension, je précise, parce que j'y suis allé rapidement avant. Pourquoi ? Parce que je répondais aussi à la question de Hugo, et Hugo, c'est un youtubeur chevronné, tu vois, il a 100 000 abonnés, etc. Donc lui, clairement, ça fait bien plus de sens pour lui que de peut-être regarder ce que d'autres créateurs ont, s'ils trouvent que c'est joli et que ça filme bien, pour se le procurer. Mais quelqu'un qui commence un smartphone, c'est largement suffisant. Personnellement, avant ce Sony dont j'ai parlé, j'avais déjà un Canon qui m'avait coûté beaucoup moins cher. Et avant ce Canon, mes toutes premières vidéos, je les ai filmées avec une GoPro. Tu peux aller voir, la qualité, c'est qualité GoPro. C'est qualité GoPro, c'est un grand angle et tout, parce que moi j'étais fan des podcasts à l'époque. Les podcasts, tu sais, quand les podcasts c'était des vidéos de sketch de Norman Cyprien et tout ça, et ils filmaient tous avec un grand angle dans leur chambre et tout. Et moi j'avais acheté une GoPro pour je ne sais pourquoi, mais j'ai utilisé cette GoPro pour mes premières vidéos pendant assez longtemps d'ailleurs, parce que je l'avais déjà, et j'ai juste investi dans un micro-cravate à 50 €, un Rode Smart Lav Plus, sauf erreur, et je suis très content de l'avoir fait, parce que la qualité audio sur des vidéos YouTube, c'est important. Si tu gardes le micro de ta GoPro, il pue. Alors, surtout la GoPro 3, j'avais une GoPro 3, tu vois, c'était il y a longtemps. Je l'ai acheté il y a longtemps, cette GoPro pourrie aujourd'hui, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, quand tu lances ça, c'est comme si tu réutilisais le tout premier iPhone, tu te dirais « Ouh là là, il est pourri », alors qu'à l'époque, c'était très bien. Mais ça n'empêche que, j'avais quand même investi dans un micro dès le départ, et c'était une très bonne idée, je pense. Mais c'est tout, pas de lumière, pas d'ordi spécial ou quoi. Tout ça, c'est venu en cours de route. Voilà pour la fin de mes conseils vis-à-vis de ça. Je me permets de m'expandre un petit peu plus. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de scinder cet épisode en deux, et que donc, je ne suis pas à 2 heures d'épisode, un petit peu moins. C'est pour ça que je rajoutais quelques informations en plus dans cet épisode, qui sera un petit peu plus axé du coup sur ça uniquement. Et comme ça, les gens qui veulent pas entendre parler de ça parce que ça les concerne pas, ce que je comprendrais très bien, eh bien ils n'ont qu'à pas l'écouter vu qu'il est séparé. C'est parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Hugo, merci à William, à Thierry, merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages vocaux. Ça me fait toujours autant plaisir. Et j'ai reçu des retours aussi par message vocal de personnes qui me disaient « Hey, le format FAQ avec des questions de personnes qui parlent, c'est cool, j'aime bien ». Eh ben, on va continuer. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait sur une si belle lancée ? Je vais pas en faire toutes les semaines. En plus, à chaque fois, c'est 3 épisodes d'un coup. Donc, tu vois, c'est un petit peu le genre de truc que je fais en fin d'année, ou que je fais quand je suis en quête d'inspiration d'un sujet de podcast, des questions que je reçois. Comme on me le dit souvent dans les messages vocaux, tiens, pour un sujet de podcast, ça pourrait être intéressant, ma question. Et c'est exactement le cas. C'est très intéressant d'avoir vos questions pour inspiration de sujets de podcast. Et en plus, si ça peut répondre à une question que quelqu'un se pose, parce que si quelqu'un se pose une question, il y en a beaucoup d'autres qui se posent la même, ça c'est sûr, eh ben pourquoi pas.
Donc, hésite pas, si tu as une petite question et que tu aimerais entendre ta voix dans un épisode une fois, comme ça, tu es en train de faire tes courses et boum, t'entends ta voix et tout. Et ensuite, j'y réponds, tu vois, bah tu vas sur ericflag.com/podcast. Et là, tu as un petit truc sur lequel tu peux cliquer et m'enregistrer un petit message d'1 minute 30. Et puis comme ça, bah, moi, je l'écoute de toute façon. Et peut-être que j'y réponds dans un épisode futur. Voilà, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas quand cet épisode sort, mais voilà, tu peux toujours me laisser 5 étoiles sur Spotify. Si tu apprécies beaucoup le podcast et que tu as envie de m'aider et de le faire savoir gratuitement en payant par un petit peu de ton temps, en allant laisser une note, c'est très gentil, je ne te demande même pas ça. Ah, je ne demande rien, mais ça me ferait plaisir si tu fais ça c'est sûr. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, si tu tires de la valeur dans ces épisodes, c'est tout ce qui compte pour moi, parce que c'est vrai que ça me remplit moi-même déjà de recevoir du feedback de gens qui me disent qu'ils aiment bien les épisodes et que ça leur sert. Ça me suffit largement, c'est aussi pour ça que je fais ces épisodes, c'est pour me remplir moi. Et si je peux aider d'autres personnes et les remplir, c'est peut-être pas le bon verbe, hein, les remplir d'une façon ou d'une autre, c'est tout bénef. Et moi, ça me fait kiffer ma vie. Et franchement, je kiffe bien ma vie et j'ai envie de continuer. Et merci pour ton rôle dans mon kiffage de vie, parce que clairement, tu as un rôle là-dedans. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais me mettre à pleurer, sinon t'as pas envie de m'entendre pleurer, putain. On se retrouve la semaine prochaine, très certainement, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.